Le IXe siècle, l'ère des Vikings en Angleterre. Alors que la majeure partie de la Grande-Bretagne succombait aux pillards scandinaves, le royaume des Saxons de l'Ouest, dirigé par Alfred le Grand, résista. Dans les années 870, les Vikings intensifièrent leurs efforts et le royaume d'Alfred semblait voué à tomber. Finalement, en 878, lors de la bataille d'Eddington, les Saxons de l'Ouest faisaient en face à l'anéantissement. Le roi Alfred mena ses troupes dans une ultime résistance désespérée. L'issue de cette bataille allait déterminer l'avenir non seulement du royaume des Saxons de l'Ouest, mais aussi de toute l'Angleterre. Dès qu'il devint roi des Saxons de l'Ouest, Alfred le Grand fut confronté à la menace mortelle des Vikings. Mais Alfred avait une grande expérience en tant que commandant, ayant combattu aux côtés de son frère. De plus, Alfred fut tourmenté toute sa vie par une affection décrite par l'ami et biographe du roi, l'évêque Acer. Aujourd'hui, les historiens estiment qu'il s'agissait peut-être de la maladie de Crohn, une affection chronique pouvant entrer en rémission longtemps, mais très douloureuse lors des poussées. Malgré cette maladie, Alfred était un souverain très actif et consciencieux. Cette condition ne l'a pas empêché d'avoir des enfants. Johanna Armin estime que le premier enfant d'Alfred, sa fille aînée Athelflaed, est né à cette époque vers 870. Alfred le Grand a été couronné lors d'une période de grands bouleversements. Pour les Anglais de l'époque, cela devait sembler la fin des temps. Les Vikings avaient anéanti tous les royaumes anglo-saxons de Grande-Bretagne, sauf 2. Des rois avaient été martyrisés, des maisons de Dieu avaient été profanées, des monastères laissés en ruine. Le commerce florissant du 8e siècle s'était effondré. Le niveau d'instruction était au plus bas. Alfred se plaindrait plus tard qu'au sud de l'Humber, il ne restait pratiquement plus de prêtres lettrés. Un mois après qu'Alfred le Grand soit monté sur le trône, en 871, il affronta 2 armées vikings sur le champ de bataille près de Wilton. La coalition viking était en effet redoutable, ses rangs ayant été renforcés par la présence de la Grande Armée d'été. Lors de cet affrontement, les Anglo-Saxons furent vaincus, et Alfred conclut qu'il ne pouvait pas éliminer la menace immédiate pesant sur son royaume sans acheter la paix avec les envahisseurs. C'était une solution ancienne, jamais durable contre les attaques vikings. Cela ne faisait souvent qu'attiser davantage l'hostilité, et de plus en plus, Alfred n'était plus en mesure de maintenir cette politique financièrement ruineuse. Les domaines du roi ne pouvaient non pas financer le Danegeld, il fallait donc le lever auprès du peuple du Wessex et des domaines de l'Église. L'année suivante, la grande armée païenne prit des mesures pour consolider ses gains. Sous la direction du chef viking Halfdan, ils entrèrent en Mercie. Ici, les Vikings établirent leur base à Repton pendant le hiver 873-874. La Northumbrie et l'Est Anglie étaient déjà sous leur contrôle. Dans le passé, le Wessex avait apporté son aide à la Mercie, mais pas cette fois. Les Merciens étaient impuissants face aux Danois. Le roi Bergrid et sa femme ont été déposés et sont partis en exil. Bergrid s'est enfui à Rome, où il est mort l'année suivante. Sa femme, la propre sœur du roi Alfred, a terminé ses jours dans un couvent. Plus jamais un roi indépendant ne régnerait sur la Mercie. À la place, les Danois ont installé leur propre souverain fantoche. L'année suivante, l'armée danoise s'est divisée. Halfdan est parti au nord pour renforcer son pouvoir en Northumbrie. La chronique anglo-saxonne indique simplement « Halfdan a partagé les terres des Northumbriens et ils ont commencé à labourer et à subvenir à leurs besoins ». Ce passage a suscité de nombreux débats. Les Vikings ont-ils pris des terres aux habitants locaux ou acheté des domaines aux seigneurs natifs avec le trésor qui alourdissait désormais leurs coffres ? La compagnie de Halfdan s'est clairement installée durablement à York. Ici, la terre était fertile et l'opposition inexistante. C'était un endroit idéal pour que ces aventuriers danois s'y installent et s'y enracinent. Les noms de lieux de la région aujourd'hui indiquent donc le mélange des langues scandinaves et anglo-saxonnes. Alors que les anciens pillards devenaient cultivateurs, les peuples interagissaient, coopéraient et commerçaient.
Les Vikings se mariaient avec des membres de la population locale. Et il n'y avait pas que des guerriers qui arrivaient de la Scandinavie. Des preuves montrent que les Danois emmenaient leurs femmes, indiquant que les Vikings s'installaient comme agriculteurs plutôt que comme pillards. Pendant ce temps, l'armée d'été menée par Guthrum restait en Mercie. Ils ont établi une base à Cambridge pour le reste de l'année. En 876, l'armée de Guthrum est entrée dans le royaume. Ils ont échappé à l'armée d'Alfred, s'emparant de Wareham, dans le Dorset. Au début, Alfred a assiégé l'ennemi dans sa forteresse. Il a été forcé de se retirer lorsqu'il a appris qu'une grande flotte viking longeait la côte du Wessex avec l'intention de renforcer Guthrum. Une fois de plus, le roi a dû négocier. Guthrum a juré de quitter le Wessex et a donné des otages en garantie. Cette fois, cependant, Alfred voulait une garantie plus solide. Guthrum a accepté de prêter serment sur un anneau sacré. C'était une pratique solennelle chez les Vikings, et l'anneau utilisé à cette occasion a été identifié comme un anneau de Thor, un large bracelet en or porté au bras du chef, utilisé par les Danois eux-mêmes lors de l'échange de serments. Néanmoins, les efforts d'Alfred pour faire appel à la piété viking se sont révélés inutiles. Guthrum n'a pas respecté son vœu. Peut-être que le chef viking suivait les conseils d'Odin tirés des paroles du Highwind. Si tu te méfies d'un homme, mais que tu veux obtenir quelque chose de bon de lui, parle-lui avec bienveillance, mais pense le contraire. Guthrum et ses hommes ont assassiné leurs otages saxons de l'Ouest, puis se sont éclipsés de nuit vers Exeter. La flotte mentionnée fut alors détruite par une tempête au large de Swanage. Cela entraîna la perte d'environ 120 navires, un coup dur pour les efforts de Guthrum. Après la tempête, Alfred et ses troupes établirent leur camp devant Exeter. Le roi refusa d'attaquer la ville pour déloger les envahisseurs, mais les Saxons étaient bien positionnés, et Guthrum ne put pas ravitailler son armée. Une fois de plus, les deux camps trouvèrent un accord. Après avoir terrorisé le Wessex pendant plus d'un an, Guthrum se retira finalement en août 877. Pendant ce temps, le mécontentement croissait chez les Saxons de l'Ouest. Beaucoup étaient frustrés par la façon dont Alfred gérait la menace viking. L'archevêque de Cantorbéry écrivit au pape pour se plaindre de la pratique du roi de soudoyer les Danois. Récemment, certains historiens ont suggéré que des membres haut placés de la noblesse ouest-saxonne auraient même tenté de déposer Alfred. C'est sans doute pourquoi le royaume était si mal préparé lorsque Guthrum attaqua de nouveau. Le roi célébrait Noël à Chippenham lorsque les Danois arrivèrent et commencèrent à semer le chaos. Les Vikings avaient exécuté la manœuvre brillamment, obtenant un effet de surprise totale. Et si en fait le régime d'Alfred s'effondrait et qu'un coup d'État était en cours, cela aurait rendu le roi et son entourage proches encore plus vulnérables. La surprise de l'attaque, ainsi que la révolte possible de la noblesse ouest-saxonne, ne laissa à Alfred d'autre choix que de se retirer dans la forêt avec sa famille et sa suite personnelle de guerriers et de partisans. Alfred entreprit un voyage difficile à travers les bois du Somerset. Lui et ses compagnons furent réduits à vivre de ce qu'ils pouvaient glaner et chasser. Pendant les rudes mois d'hiver, ils vécuraient comme des fugitifs. Assez décrit le chaos quasi total de cette période. Par la force des armes, les Vikings ont contraint de nombreux Saxons à s'exiler par-delà les mers, poussés par la pauvreté et la peur, et presque tous les habitants de cette région se sont soumis à leur autorité. Alfred était déterminé à se relever de cette défaite. Après Pâques 878, Alfred établit une forteresse à Athelney, au milieu des marais du Somerset. Depuis cet endroit, Alfred envoya des missions de renseignement, essayant de ranimer le moral de son peuple et de découvrir qui répondrait à son appel contre l'ennemi. Il envoya aussi des groupes de guerriers mener des raids éclairs contre les Vikings, trop peu nombreux pour contrôler tout le territoire. En mai 878, alors que le printemps rendait à nouveau le monde verdoyant, Alfred quitta Athelney et se rendit à la pierre d'Egbert, à l'est de Selwood, dans une vaste étendue boisée. Là, le roi retrouva les forces des comtés sur lesquelles il pouvait encore compter.
Assez décrit le soulagement des Saxons de l'Ouest à la vue de leur roi. Le désespoir s'était répandu au Wessex. Mais voici maintenant Alfred, bien vivant, rassemblant ses hommes pour riposter. Ses renseignements étant sûrs et son armée rassemblée, Alfred agit alors avec détermination. Le roi partit avec ses hommes. Guthrum, un excellent commandant à part entière, était bien conscient des mouvements d'Alfred. Le chef viking prépara ses propres forces pour faire face à la contre-offensive des Saxons de l'Ouest. C'est Guthrum qui choisit le site de la bataille, positionnant ses forces au sommet d'une colline entourée de fossés. Cela forcerait Alfred à combattre en montée et empêcherait aussi les Vikings d'être débordés sur les côtés. Les Saxons de l'Ouest arrivèrent à Edington, Wiltshire. Là, ils rencontrèrent Guthrum et son armée viking. La bataille commença. Johanna Armand souligne que, contrairement à ce que montre la télévision, Saxons et Vikings avaient des armes et équipements semblables. De grands boucliers ronds avec des zumbos en métal étaient tenus devant pour former un mur, espérons-le, impénétrable. Les épées étaient en des armes de prestige possédées uniquement par les plus riches. La plupart des hommes utilisaient une longue lance frappant par-dessus le mur de boucliers dans le but de percer les rangs ennemis. Quand les murs de boucliers se rencontraient, les deux camps se frappaient et se poignardaient, cherchant à exploiter les failles adverses. Assez décrit l'affrontement. Le lendemain matin, Alfred déplaça ses troupes et arriva à un endroit appelé Edington. Et en combattant farouchement avec un mur de boucliers compact contre toute l'armée viking, il tint bon avec résolution pendant longtemps. Il gagna finalement grâce à la volonté de Dieu. Il anéantit les Vikings dans un grand massacre et poursuivit ceux qui fuyaient jusqu'à la forteresse, les y acculant. Max Adams écrit que les avantages d'Alfred résidant dans le fait qu'il commandait une armée défendant sa patrie et dans la supériorité tactique de la guerre anglo-saxonne en rase campagne contre une force d'assaut maritime perfectionnée dans l'art du raid. Alfred poursuivit les Danois vaincus jusqu'à leur forteresse à Chippenham. Les Saxons de l'Ouest s'emparèrent du bétail de l'ennemi et s'installèrent pour un siège. Après 15 jours, les Vikings capitulèrent. Guthrum se rendit entièrement aux conditions d'Alfred. Les Vikings donnèrent des otages. Alfred n'en donna aucun. Les envahisseurs promirent également d'évacuer le Wessex immédiatement. 3 semaines plus tard, près d'Athelney, Guthrum et ses principaux hommes reçurent dans le baptême chrétien, scellant ainsi les conditions. Sans doute du point de vue des Saxons de l'Ouest, la cérémonie était un symbole puissant du triomphe chrétien sur le paganisme danois. C'était un tournant dramatique. Assez nous dit que jamais auparavant les Vikings n'avaient capitulé de la sorte. Le triomphe d'Alfred à Edington a sauvé son royaume. Il avait été sur le point de tout perdre, mais cette victoire a rétabli sa position. Sans aucun doute, Alfred comprenait que l'offensive viking visait rien de moins que la conquête totale du Wessex. Il savait que sa seule option était de se battre et de remporter une victoire totale. Le déroulement exact de la bataille reste obscur pour les historiens, mais il est certain qu'Alfred et ses hommes ont été à la hauteur. Les Saxons de l'Ouest auraient eu un avantage numérique sur l'armée de Guthrum, les forces vikings étant moins nombreuses que lors des attaques précédentes. Après la victoire décisive des Saxons de l'Ouest à Edington, l'armée viking s'est retirée de Chippenham. L'année suivante, ils sont retournés en Est-Anglie, s'y sont installés et ont partagé les terres. Ceci marque l'étape finale de l'établissement du Danelaw, territoires anglais sous domination viking. N'étant plus satisfaits de simplement prélever un tribut auprès des populations locales, les Danois ont désormais tenté d'imposer leur propre domination politique. La soumission totale de l'île s'est révélée impossible, alors ils se sont contentés de consolider leur emprise sur l'est et le nord de l'Angleterre. Des structures politiques danoises allèrent laisser une influence durable mais discrète dans ces régions. Pendant ce temps, la victoire d'Alfred à Edington marqua le début d'une période de répit pour le royaume de Wessex, qui allait durer tout au long des années 880. Alfred profita pleinement de cette situation. Il reconnut que son royaume n'avait pas été préparé aux ravages des Danois.
Aussitôt, il mit en place des programmes de réformes militaires, culturelles et civiles qui transformèrent et renforcèrent le Wessex. Cette période montra qu'Alfred était un commandant compétent et un souverain sage et créatif. Ces innovations allaient non seulement fortifier son peuple contre de futures agressions vikings, mais aussi élever la vie intellectuelle et spirituelle des Saxons de l'Ouest. Nous en parlerons plus dans notre prochaine vidéo. Également, un remerciement spécial à Zacté, Marc, George Yankovic et Alessandro pour leur soutien à cette chaîne sur Patreon. Soutenez aussi Real Crusade History en nous rejoignant sur Patreon. Les soutiens Patreon au niveau de 3 $ ont accès au serveur Discord de RCH. Je crée une série télévisée dramatique historique en prise de vue réelle sur les croisades intitulée Knights of the Cross, disponible exclusivement sur le nouveau service de streaming christianchannel.com. Vous pouvez nous aider à la réaliser. Cliquez sur le lien ci-dessous, allez sur christianchannel.com et abonnez-vous pour 1 an. Utilisez le code PROMONIGHTS. Vous aurez 10% de réduction et votre abonnement financera Knights of the Cross, un projet passionnant. C'est notre chance de créer une représentation fidèle et puissante des croisades. Aidez-nous à concrétiser ce projet. Cliquez sur le lien ci-dessous.